Alors, j'ai l'immense honneur de vous présenter Dr Marie-Paule Kieni, vice-directrice générale à l'innovation de l'Organisation mondiale de la santé. Dr Marie-Paule Kieni est sous-directeur général de l'OMS pour l'innovation, l'information, les bases factuelles et la recherche. Elle a un doctorat en microbiologie et un diplôme en économie de l'Université de Montpellier. Dr Kieni a publié plus de 250 articles et études, principalement dans le domaine des maladies infectieuses, de l'immunologie et de la vaccinologie. Elle a été faite chevalier de l'Ordre national du mérite au titre du ministère de la Recherche en 2000 et a reçu plusieurs prix et distinctions. Le titre de sa présentation est « Innover contre les maladies de la pauvreté ». Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous et d'entendre le travail que vous développez pour votre thèse. C'est absolument nouveau ce que vous faites. Et c'est aussi très contagieux d'entendre votre enthousiasme en tant que jeune doctorant. Donc je vous souhaite à tous le plus grand succès pour votre carrière. Pour moi qui suis loin de mes débuts, qui ai passé ma thèse il y a très longtemps, je vais essayer de vous passionner aussi pour l'innovation contre les maladies de la pauvreté, qui est vue effectivement aussi comme une responsabilité sociale. Dans nos pays dans lesquels on ne meurt plus de ces maladies, on n'en souffre même plus, il y a peu de malades. Que peut-on faire pour éviter que tant de monde dans le monde ces jours-ci soit encore affecté par ces maladies? Alors je vais faire mon exposé en français, par contre mes diapositives vont être en anglais. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'était un petit peu difficile pour moi de tout traduire et je ne suis pas tout à fait sûre parfois que mon français scientifique est tout à fait aussi correct qu'il devrait l'être, dans la mesure où la plupart du temps, en fait, j'utilise l'anglais dans le milieu professionnel. Donc, innovation contre les maladies de la pauvreté. Alors, quand on parle d'innover pour les maladies de la pauvreté, on parle souvent, on est souvent dans le développement de nouvelles interventions, de médicaments, de vaccins, etc. Mais il faut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'innovation pour ces communautés-là, hein? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter avec l'innovation? Alors, et qu'est-ce que c'est aussi pour ces individus-là qui sont affectés ici, le paludisme, la leishmaniose, etc. Actuellement, il y a une personne qui meurt toutes les 30 secondes dans le monde d'une de ces maladies négligées, de ces maladies infectieuses liées à la pauvreté dans les pays en voie de développement. Il faut se souvenir aussi que la constitution de l'OMS dit que, la constitution qui date de 1944, une vieille dame comme vous voyez, que la santé n'est pas uniquement l'absence de maladies et d'infirmités et que c'est un état de bien-être à la fois physique, mental et social et réfère aussi à des éléments tels que la santé comme un droit de l'homme, la santé essentielle pour la paix et la sécurité, mais aussi ajoute qu'il est nécessaire que les bénéfices de la connaissance soient disponibles pour tous et que l'engagement du public est de la plus grande importance et ajoute enfin que les gouvernements ont une responsabilité pour la santé et des mesures dans le domaine de la santé et de la société pour leurs citoyens. Plus récemment que la constitution de l'OMS, les Nations Unies ont développé les objectifs du millénaire, qui sont débattus et discutés bien souvent, surtout qu'on s'approche, les objectifs du millénaire qui étaient fixés en 2000 ont une cible pour 2015. Et comme vous voyez, maintenant nous sommes en 2011, donc on est bien plus que la moitié dans le temps à atteindre les objectifs des millénaires. Et la communauté scientifique, et pas seulement scientifique, mais aussi la communauté mondiale est en train de se mobiliser pour essayer de voir comment faire pour arriver à atteindre les objectifs du millénaire et surtout les objectifs du millénaire qui ont affaire à la santé et qui sont ceux qui sont actuellement vus comme étant vraiment à risque. Alors, si vous voyez quels sont les objectifs qui touchent à la santé, donc effectivement, le premier, c'est plutôt la pauvreté et la faim, bien que les maladies infectieuses et les maladies en général, très souvent, poussent
les personnes dans les pays en voie de développement vers la pauvreté, parce qu'ils sont obligés de payer pour les traitements de leur poche et il n'y a pas de sécurité sociale. Donc les maladies infectieuses et les autres maladies ont aussi un rôle dans la pauvreté. Un deuxième objectif qui a trait à l'éducation. Le troisième pour l'égalité des genres et l'empowerment des femmes. Empowerment, comment vous dites empowerment en français? J'ai déjà cherché. L'autonomisation, l'habilitation. Je ne sais pas. Si jamais vous pensez à un terme avant la fin de la journée, dites-le moi. Les trois suivants sont vraiment ceux sur lesquels on se concentre beaucoup à l'OMS. Donc la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et le combat contre le sida, le paludisme et les autres maladies. Et dans ces autres maladies, ce terme regroupe les maladies infectieuses négligées. Donc, quelles sont les maladies, juste pour vous donner encore quelques exemples, en voilà encore une, la filariose lymphatique, pour laquelle 1,2 milliard de personnes habitent dans les zones à risque. Cette maladie peut être asymptomatique, il y a plus que 120 millions de personnes qui sont actuellement infectées. Comme vous voyez ici, 80 pays qui sont à risque d'infection. Alors cette maladie peut être asymptomatique, mais dans un certain nombre de cas, il y a 50 millions de femmes, par exemple, qui sont atteintes d'éléphantiasis, que vous voyez ici. Il y a une lymphadénome et un lymphédème, et donc, as un résultat, il n'y a pas de circulation de lymphe et les extrémités inférieures augmentent. C'est une maladie qui est extrêmement incapacitante. Il y a des traitements de médicaments qui sont disponibles à de très très bas coûts pour le moment, autour de un peu plus que $3 pour 1000 tablettes. Et il y a actuellement des donations très importantes de la part des grosses industries pharmaceutiques pour arriver à traiter les malades atteints de filariose lymphatique dans les pays en voie de développement. Une autre maladie, la leishmaniose, encore 12 millions de personnes infectées. Il y a deux sortes de leishmaniose, une leishmaniose dite viscérale, qui est une maladie extrêmement grave dont on meurt, une leishmaniose cutanée, qui est une maladie essentiellement défigurante, comme vous voyez, qui forme des ulcères, 350 millions de personnes à risque. Entre 1,5 million et 2 millions de nouvelles infections par année. C'est une maladie qui est extrêmement incapacitante parce que les populations pensent que c'est une maladie transmissible, en fait, de personne à personne, alors qu'elle ne l'est pas. C'est une maladie qui est transmise par la piqûre d'un insecte qui transmet le parasite. Et donc, dans un village, certaines cultures, les femmes ne peuvent plus s'approcher de leurs enfants parce que la communauté a peur de ce qu'elles puissent transmettre la maladie à ses enfants. Et les femmes qui en sont atteintes sont déclarées non aptes au mariage. Donc, une maladie en plus du côté vraiment santé, qui est une maladie qui est socialement très handicapante. Autre maladie, l'onchocerciose, qui est la deuxième cause étiologique qui amène à la cécité. C'est une maladie qu'on appelle cécité des rivières parce qu'en fait, les mouches noires qui transmettent la maladie se reproduisent à côté des rivières qui coulent rapidement. Et comme vous voyez à droite ici, vous avez des villages entiers qui ont été abandonnés à la suite de la peur des populations de cette maladie. Alors il y a des progrès énormes qui ont été faits suite aussi à des donations de médicaments, au progrès dans la mise au point de médicaments et des donations très importantes de vaccins faites par les industries multinationales. En regardant ça, en dehors des photos, quel est d'un point de vue mondial le fardeau des différentes maladies? Vous voyez qu'il y a la plus importante pour nous, pour ce qui nous concerne ici, ce sont les maladies infectieuses, maternelles et périnatales, ainsi que les déficiences nutritionnelles. Et vous voyez que ceci pose à 41% des poids des maladies et en fait ceci affecte en particulier les pauvres de ce monde, soit dans les pays pauvres, soit les pauvres dans les pays riches.
12% pour la violence sur la route, les maladies, les suicides, les accidents, et 47% bien sûr est en progression pour les maladies non infectieuses qui ont une importance de plus en plus marquées, maladies cardiaques, maladies mentales, qui sont importantes pour nos pays, mais qui sont aussi de plus en plus importantes pour les pays en voie de développement. Vous voyez ici, d'un point de vue, encore une fois, pour mettre en avant la responsabilité sociale et le manque d'équité dans la répartition des maladies, vous voyez ici qu'il y a une variation régionale très importante dans le poids, l'importance des maladies, qu'elles soient non communicables, non infectieuses ici, maladies chroniques ou autres, les maladies ici, les accidents, la violence, et ici les maladies infectieuses. Donc vous voyez que très clairement, dans l'Europe de l'Ouest, ici, on a une prédominance des maladies non infectieuses, les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, alors que les maladies, l'importance numérique des maladies infectieuses et de la violence est beaucoup moins importante, alors que vous voyez qu'en Afrique, ici, on a une image totalement inverse, puisque les causes de décès, en fait, sont très largement liées aux maladies infectieuses, et en particulier, bien entendu, au sida. Alors, en face de cette image et de cette réalisation des problèmes dans les pays pauvres et dans les populations pauvres, dans les pays plus riches parfois, il est absolument critique de pousser l'innovation pour de nouvelles interventions, mais de pousser aussi l'innovation de façon à ce qu'elle soit équitable, de façon à ce que cette innovation ne soit pas une innovation qui vienne du Nord et qui soit donnée comme charité aux pays du Sud. Il faut aussi permettre aux pays du Sud d'être capables de faciliter l'innovation dans les pays du Sud et de favoriser aussi le transfert de connaissances et l'accès à la connaissance venant du Nord vers le Sud et du Sud vers le Sud. Alors, voyons quels sont les différents éléments de l'innovation. Et avant d'avoir un effet sur la santé, il faut démarrer par de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes. Alors, c'est des découvertes sur les étiologies des maladies infectieuses, ici dans ce cas-là, sur de nouvelles cibles médicamenteuses ou vaccinales. L'étape suivante est d'arriver à produire des produits, des vaccins, des médicaments, des diagnostics, des outils qui soient nouveaux, soit améliorés de façon à ce qu'ils soient plus facilement mis en œuvre dans les pays pauvres ou qu'ils soient moins chers, par exemple. Ces produits donc doivent se traduire en intervention, parce qu'il est clair qu'on a l'impression ici que tout ça va très très facilement de l'un dans l'autre. En fait, c'est pas si évident. À partir d'une découverte, on va pas si vite dans un produit. Il y a des prototypes multiples qui ont terminé dans les frigidaires et les congélateurs des étudiants de l'université et des chercheurs de l'université de Lausanne, c'est clair. Après ça, une fois que vous avez un produit, ce n'est encore pas une intervention qu'on peut mettre en place parce qu'il y a de multiples obstacles. Le manque de résistance à la chaleur de certaines interventions, donc le besoin d'une chaîne du froid, donc de multiples obstacles. Et enfin, la mise en place de stratégies soit nouvelles, soit vraiment améliorées, et seulement à ce moment-là, on peut espérer avoir un impact sur la santé, et ceci doit bien sûr, au moins dans la philosophie de l'OMS, s'accompagner du renforcement des capacités dans les pays du Sud pour qu'ils puissent être partie prenante de cette chaîne d'innovation, et également de la gestion des connaissances générées. Donc, dans cet esprit, nous travaillons depuis 2-3 ans maintenant sur l'implémentation donc de la stratégie mondiale et du plan d'action qui s'appelle sur la santé publique, l'innovation et la propriété intellectuelle. Alors, ceci est une stratégie, un plan d'action qui a été accepté, validé, reconnu par l'Assemblée mondiale de la santé, et qui vise
à essayer de diminuer le poids des maladies qui affectent de façon disproportionnée les pays pauvres. Cette stratégie qui a été mise en place en fait après de négociations intergouvernementales assez intenses, parce que comme vous pouvez imaginer, quand on parle dans un niveau intergouvernemental d'affaires aussi, sulfureuses que la propriété intellectuelle, il y a très rapidement des débats très polarisés entre les partisans de la propriété intellectuelle qui pensent que la propriété intellectuelle est indispensable à l'innovation et qu'en dehors de la propriété intellectuelle et de l'application pleine et entière de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de salut. Et certains pays, notamment des pays émergents, qui pensent qu'en fait la propriété intellectuelle est un obstacle pour arriver à augmenter l'accès aux médicaments. Il y a bien entendu une voie moyenne de reconnaître la valeur de la propriété intellectuelle pour l'innovation, tout en reconnaissant certains dangers et en essayant de limiter donc les impacts qui pourraient être négatifs de certaines applications de la propriété intellectuelle. Bref, ce plan stratégique et donc le plan d'action, la stratégie et le plan d'action a été mis en place pour promouvoir l'innovation, pour renforcer les capacités, pour augmenter l'accès des populations pauvres à ces médicaments, vaccins, diagnostics, et enfin afin d'essayer de mobiliser plus de ressources, et là c'est essentiellement financière, en appui de l'innovation pour la mise en place de nouveaux produits qui peuvent permettre de lutter contre ces maladies de la pauvreté. Il y a 8 éléments dans ce plan d'action. Le premier, je vais parler que des 4 premiers. Le premier élément, c'est une prioritisation de la recherche et du développement qui est nécessaire pour essayer de combattre ces maladies de la pauvreté. Le deuxième est la promotion de la recherche et du développement pour donc la mise en place de nouveaux médicaments, vaccins, diagnostics, etc. Le troisième se réfère au renforcement de la capacité d'innovation dans les pays du Sud. Le quatrième, à la promotion du transfert de technologies, à la fois du nord vers le sud, mais aussi du sud vers d'autres pays du Sud quand c'est possible. Et comme vous voyez, il y a encore d'autres, notamment, comme je mentionnais il y a un instant, l'application et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle qui est un élément important du plan aussi. Donc, quelles sont les activités principales que nous menons dans ce domaine? C'est d'abord dans l'étape de la prioritisation, comme je mentionnais, un des programmes spéciaux de l'OMS qui s'appelle TDR. TDR, c'est pour Tropical Disease Research and Training Programme, qui est un programme qui est hosted, qui est lié à l'OMS, est en train de terminer la préparation d'un rapport mondial sur les maladies infectieuses de la pauvreté et sur la recherche qui se réfère à ces maladies. C'est un rapport important qui a été mis au point maintenant après consultation extensive des meilleurs experts dans le domaine, dans le Nord et dans le Sud, et qui va être publié cette année. Donc ce rapport essaye de promouvoir un nouvel mode de pensée qui lie l'innovation, les systèmes de santé, l'environnement, et qui essaye de contextualiser les maladies infectieuses de la pauvreté dans le scénario mondial actuel qui met en place insiste sur des considérations éthiques et veut engager tous les intervenants au niveau mondial dans le domaine des maladies infectieuses de la pauvreté et de l'innovation. Donc ça, c'est pour l'élément premier donc du plan d'action. L'élément 2 est encore quelque chose qui est aussi largement soutenu par le programme TDR depuis des années. Donc le programme existe depuis 1978, 78. Ce programme a financé 11 000 projets à ce jour, a payé les financements donc des bourses à plus de 1600 doctorants, et ceci dans les pays du Sud, a permis de faciliter le développement de 12 nouveaux médicaments
en partenariat souvent avec l'industrie, bien entendu, a contribué à l'élimination de plusieurs maladies infectieuses, comme vous voyez, la lèpre, le chagas, la filariose lymphatique, l'onchocercose, le Kala-Azar. Kala-Azar, c'est la leishmaniose viscérale. A permis de mettre en évidence la valeur de certaines interventions dans le domaine du paludisme, par exemple, et l'utilisation des moustiquaires a été promue en fait par un essai clinique à très très large échelle qui a été conduit par TDR il y a plus d'une décennie. Et enfin, ils ont été capables de créer et d'incuber de nouvelles organisations, souvent ce qui est appelé maintenant des PDPs, Product Development Partnerships, notamment MMV qui s'occupe de médicaments contre le paludisme et FINE qui fait du diagnostic. Le troisième élément est donc a lieu au renforcement des capacités. Et là, il est important de voir à quel niveau on a besoin de renforcer les capacités. Il faut, quand on veut arriver à renforcer les capacités au niveau national, il est absolument évident qu'il faut à la fois essayer de renforcer les capacités individuelles des chercheurs, par exemple, des experts, ou pour qu'ils deviennent des experts plutôt, mais aussi des institutions. Parce que des experts sans avoir un point d'attache ne peuvent pas arriver à produire ce qu'il faut pour l'innovation, et des institutions sans experts, évidemment, n'amènent à pas grand-chose. Donc il faut à la fois avoir des programmes pour renforcer à la fois les capacités des individus et des institutions. Ce diagramme, cette figure vous montre vraiment ce qu'il en est des collaborations des centres de recherche africains, parce qu'il y a des centres de recherche africains qui ont une crédibilité tout à fait certaine. Vous les voyez ici, notamment en Ouganda ou en Afrique du Sud. Et vous voyez ici, avec ces traits rouges, quels sont leurs collaborateurs. Et vous voyez que de façon absolument presque exclusive, ces institutions qui sont des institutions qui publient, vous voyez la taille des ronds ici correspond au nombre de publications, ce sont des institutions qui sont des véritables producteurs de nouvelles connaissances, en fait ont des collaborations qui sont exclusivement avec l'Amérique du Nord, essentiellement donc les États-Unis, et avec l'Europe, et pas du tout dans des réseaux au sein même de l'Afrique. Alors, c'est dans cet esprit-là que l'OMS et TDR ont été capables de mettre en place une nouvelle organisation qui s'appelle ANDI, pour African Network for Drug and Diagnostic Innovation, qui est un réseau régional qui est basé à Addis Ababa maintenant et qui est a un comité directeur qui est composé d'Africains, dont tous les staffs sont africains, et qui a comme mission de mettre les centres de recherche et d'innovation sur le continent africain en réseau, de façon à ce qu'on puisse avoir des véritables synergies de voisinage, à la place d'avoir toujours besoin de se référer en fait aux centres universitaires dans le Nord. Dans le domaine du transfert de technologie, donc qui est l'élément 4 du plan d'action, nous avons aussi récemment travaillé sur la mise en place de modèles de transfert de technologie. Alors, le transfert de technologie classique, il faut avoir quelqu'un qui possède la technologie, technology owner. J'ai la technologie et je transmets cette connaissance, cette technologie à un utilisateur, celui qui est donc le récipiendaire de cette technologie. Et ces relations sont en général bilatérales. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des relations qui demandent un investissement bilatéral de la part des deux, et qui ne profitent en fait qu'à un ou potentiellement aux deux des partenaires. Alors, ce qu'on a essayé de mettre en place dans les dernières années, c'est un modèle qui est plutôt un modèle de hub, on appelle ça quoi, de centre d'excellence, par lequel le centre d'excellence serait capable d'en fait de mettre au point les technologies à transférer en se basant sur des
des conseillers scientifiques, techniques, des inventeurs, des assistantes techniques, et peut mettre au point dans ce centre d'excellence une technique, une technologie, qui peut être donc passée non plus en bilatéral, mais à de multiples utilisateurs. Alors, nous avons fait ça récemment pour le domaine du vaccin contre la grippe, pour lequel, pour des raisons de préparation contre la pandémie, il y avait énormément d'utilisateurs potentiels dans les pays du Sud, des pays qui se disaient, pour nous préparer contre la pandémie, nous voulons nous doter d'un outil de production du vaccin de la grippe parce que nous savons que nous n'aurons pas accès à ce vaccin si jamais il y a une pandémie. Et par contre, il y avait énormément d'utilisateurs potentiels, mais pas du tout de donneurs ou très peu de donneurs de technologie, parce qu'en fait, l'industrie était souvent assez réticent à créer en fait la compétition dans les pays du Sud, et d'autre part, étaient eux-mêmes très impliqués dans leur propre développement. Donc, le centre d'excellence qui a été créé est en fait en Hollande, et ce centre travaille maintenant avec plusieurs producteurs des pays du Sud. L'autre cas dans ce modèle de transfert de technologie est un cas en fait qui est plus près de chez vous, puisque en fait ce centre d'excellence est créé à l'université de Lausanne, et c'est un centre qui permet de transférer les connaissances, de générer et transférer les connaissances à plusieurs producteurs dans le domaine des adjuvants. Alors les adjuvants, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des composants qui sont rajoutés dans les vaccins et qui permettent d'augmenter la puissance de ces vaccins. Alors quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire du transfert de technologie ? C'est parce qu'en fait, il y a un accès limité à ces molécules en dehors des multinationales. Il y a un manque d'expérience, de know-how, de savoir-faire et d'expertise, oui. Et donc, à cause de ça, ces adjuvants sont mal utilisés et le développement de ces adjuvants est complexe. Alors, depuis l'année dernière, il y a donc un centre à Lausanne qui est basé, donc le centre de formulation de vaccins, qui est un centre collaborateur de l'OMS et qui commence de plus en plus à être capable de transférer aux producteurs dans les pays du Sud, ou d'autres d'ailleurs, à des industries de la biotechnologie, la connaissance qu'ils ont générée. Et c'est un transfert de technologie qui est non exclusif. Donc, enfin, juste 2 mots encore. Il ne suffit pas, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des produits, d'avoir des vaccins, des médicaments. Il faut aussi être capable de les administrer, que les populations puissent en profiter. Et là aussi, il y a besoin d'innovation. Une de ces innovations, c'est la promotion des interventions qui sont gérées par les communautés. Un exemple ici, cette approche a été mise en place pour la cécité des rivières, donc, et en sachant qu'effectivement dans ces pays, que c'est une maladie qui ravage en fait certains pays africains, qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors de portée des centres hospitaliers. Il y a des systèmes de santé qui sont vraiment surchargés et trop faibles. Et l'idée, c'était vraiment que si les communautés pouvaient être impliquées dans la mise en place des traitements et l'administration et dans les décisions, on pourrait avoir un progrès dans ce domaine-là. Alors, ceci a été fait. Vous voyez ici, cette intervention a été mise en place dans ces pays qui sont en rouge. Et il y a maintenant, depuis 5 ans, donc, ces approches ont été introduites. Elles ont un succès phénoménal. Il y a plus de 100 000 communautés qui sont engagées. Il est clair que ceci est une approche révolutionnaire, en fait, ça paraît simple, mais pour la mise en place de ces interventions qui peuvent se faire en dehors des systèmes de santé, qui peuvent se faire au niveau des communautés. En conclusion, l'importance des maladies infectieuses associées à la pauvreté est réelle, à la fois au niveau mondial, mais aussi de façon interne dans des régions et dans des pays qui ne sont pas si pauvres que ça, mais pour lesquels il y a des populations pauvres. L'innovation est nécessaire au niveau tant pour la recherche et le développement de nouvelles interventions, mais aussi de façon à pouvoir augmenter l'accès des populations à ces interventions. Il est clair que les pays qui sont à revenus moyens sont bien placés pour jouer un rôle crucial dans l'innovation vers ces maladies, parce que ce sont des centres d'innovation dans lesquels la recherche se fait plus facilement que dans les pays les plus pauvres. Et les pays dits BRICS, donc la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie aussi,
sont des pays qui sont bien placés pour ça. Et il faut aussi essayer de dégager de nouvelles opportunités pour des réseaux régionaux et sous-régionaux de façon à promouvoir l'innovation et à augmenter les capacités locales. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle revue de toute cette problématique des pays pauvres au stade de maladie, puisqu'il y a le stade anté-maladie. J'aurais peut-être envie de vous poser une question un peu provocative, comme on dit en anglais tout de suite. En début de meeting, on a eu Madame Ghigliani qui nous parlait du commerce équitable et puis je prends donc en fait de la richesse moyenne ou du confort moyen des gens. Je prends un deuxième exemple que je calque là-dessus. Quand on était petit et qu'on apprenait la médecine, on nous apprenait, disons, qu'en fait, dans le temps, on avait la tuberculose et puis depuis qu'on a des médicaments anti-tuberculose, on n'a plus la tuberculose dans nos pays. En fait, si on regarde bien, la tuberculose a diminué énormément avant les médicaments, c'est-à-dire au début du XXe siècle, à cause ou grâce à Pasteur qui nous a dit qu'il faut arrêter d'avoir des crachoirs publics, etc., pour des questions d'hygiène. Puis les médicaments étaient extrêmement utiles pour stopper la mort des gens qui étaient quand même malades. Donc, est-ce que l'OMS, j'ai vu que vous avez touché, quelle est l'importance, vous pensez, de l'éducation, de mesures sociopolitiques, socio-économiques, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'OMS pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, je dirais plutôt? Merci beaucoup. En fait, c'est une question très importante, effectivement, et le jour mondial de la santé, cette année, va être sur la résistance aux antibiotiques. Et comme vous dites, en fait, la tuberculose avait baissé avant l'arrivée des antibiotiques, a été réduite encore plus avec les antibiotiques, mais si on ne fait pas quelque chose bien maintenant, on va bientôt ne plus avoir d'antibiotiques qui soient actifs contre la tuberculose. Il y a les cas de tuberculose résistante à tous les antibiotiques disponibles, augmentent de plus en plus. Et il faut effectivement, il est important d'une part de développer d'autres médicaments. Il n'y a pas de doute qu'il faille faire ça. Mais si on continue à utiliser les médicaments n'importe comment, même si on en développe d'autres, très rapidement, il va y avoir des résistances qui vont se mettre en place et il faudra encore en développer d'autres. Donc, c'est une course sans fin. Donc, en fait, il est important de penser à l'éducation et d'essayer de voir comment on peut arriver à éliminer la contamination. La tuberculose ou les maladies infectieuses, il ne s'agit pas seulement d'arriver à les contrôler quand elles sont là, mais il faut prévenir l'infection. Et pour ça, j'ai un groupe dans mon cluster qui s'appelle Patient Safety, la santé des patients. Ils ont des interventions incroyables et qui marchent. Ils ont lancé une campagne il y a quelques années en collaboration avec l'hôpital universitaire de Genève qui s'appelait Clean Care et Safe Care, le soin propre et en fait un soin sécuritaire. Qui amène et qui attire l'attention des gens sur un geste simple, le lavage des mains. Le lavage des mains en milieu hospitalier. Comme vous savez, les maladies infectieuses nosocomiales ont une importance de plus en plus importante. Et donc, le fait de promouvoir le lavage des mains et d'essayer de travailler avec les professionnels sur place pour essayer de comprendre pourquoi ils ne se lavent pas les mains. Souvent, c'est parce que, parfois, d'abord, ils ne le savent pas, et puis parce qu'il n'y a qu'un lavabo, il est mal placé, etc. Donc, de jouer sur l'ergonomie, de même que sur la politique, en fait, de façon à promouvoir ça. Et ça, de plus en plus, je pense qu'on en arrive aussi à comprendre que les médicaments ne sont pas la solution de tous les problèmes. C'est fantastique d'avoir des médicaments, des vaccins, mais ce n'est pas suffisant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Jacques. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'Afrique, 1 milliard de personnes, et on comprend que ce soit un somme de référence pour l'action de l'OMS. J'ai compris qu'il y a aussi 1 milliard de personnes en Inde et que finalement, il y a plus de pauvres très très profonds en Inde qu'en Afrique. Je ne sais pas si c'est juste, mais peut-être quelque chose comme cela. Mais cela dit, peut-être est-ce le cas que l'Inde étant un pays BRICS
Alors, il est clair que l'Inde n'est pas un pays pauvre. L'Inde est un pays, comme vous dites, où il y a beaucoup de gens pauvres. Et comme ils sont très nombreux, ça fait beaucoup, beaucoup de pauvres. Mais l'Inde, effectivement, est un continent qui se développe à deux vitesses. Alors, l'Inde étant un pays relativement riche quand même par rapport à ça, en fait, le gouvernement indien a tendance à ne pas vouloir accepter toutes les aides parce que finalement, ils disent, eh ben non, gardez votre argent, nous sommes riches. Mais malgré tout, non, il y a beaucoup de travail avec l'Inde au niveau de la vaccination, par exemple, promotion de la vaccination. Mais l'aide, le travail avec l'Inde passe par d'autres voies que le travail avec l'Afrique, c'est sûr. Mais il y a actuellement beaucoup de travail collaboratif avec l'Inde, et notamment pour essayer de faire évoluer la politique en Inde, de faire évoluer aussi la redevabilité des politiciens vis-à-vis de leur population. Parce que c'est un peu ça. En Inde, il y a, vous pouvez avoir par exemple les gens au niveau fédéral, donc en Inde, au gouvernement central qui était responsable de l'immunisation pour ce continent entier, se comptait sur les doigts de la main. Donc il y a vraiment un sous-investissement dans deux domaines importants, la santé et l'éducation. Donc oui, il faut travailler avec l'Inde, c'est pas au même niveau et pas de la même façon qu'avec les pays d'Afrique. Merci. Encore une question, pas très en avance. Monsieur? Merci. Donc, moi, ma question, c'est à propos donc, du paludisme. Donc, comme vous le savez, je viens donc d'un pays de l'Afrique, donc du Sénégal. Et comme on dit, donc, voilà, le plus souvent, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc, je vois par exemple au Sénégal, depuis quelques années, on voit qu'il y a une nette baisse donc, du taux de paludisme parce qu'on a une politique donc, de prévention, surtout par l'utilisation de moustiquaires imprégnés, donc, qui donne donc de bons résultats. Maintenant, ma question est de savoir maintenant où est-ce que donc, nous en sommes avec les recherches sur le vaccin contre le paludisme. Donc, est-ce que dans un futur proche, on peut espérer donc, voilà, avoir un vaccin? Donc, voilà. Alors, il est exact qu'en Afrique, le paludisme dans pas mal de régions a reculé de façon spectaculaire dans les dernières années. Alors, est-ce qu'il faudra voir aussi s'il y a aussi des cycles, voir à quel point c'est quelque chose qui va être permanent. Mais il est tout à fait sûr que la prévention, comme vous le dites, est meilleure que le traitement. Et souvent plus efficace. Et donc, il y a depuis 2 ans maintenant un vaccin qui est en cours d'évaluation, dite de phase 3, donc c'est-à-dire c'est vraiment un essai d'efficacité chez des milliers d'enfants dans plusieurs pays d'Afrique. C'est un vaccin qui est produit par la société GSK. Les résultats qui avaient été obtenus à plus faible échelle, donc dans des groupes plus petits, montraient un taux d'efficacité contre les accès de paludisme d'à peu près 30%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait 30% des enfants qui étaient protégés contre le paludisme, puisque c'était des enfants de 1 à 2 ans, mais ça voulait dire que certains enfants, dans les zones les plus endémiques, à la place d'avoir 5 accès de paludisme dans l'année, n'en avaient plus que 3. Alors, c'est difficile à expliquer aux populations. Alors, ce qu'il faut voir, ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quel point cet effet, qui est réel néanmoins, c'est pas un effet placebo, c'est vraiment une diminution de 30% du nombre d'accès palustres, va se transformer en une réduction du nombre de palus sévères et en une réduction de la mortalité. Alors, on devrait savoir ça d'ici, je pense, d'ici 1 an, 2 ans, on devrait avoir de vrais chiffres. Et bien entendu, si les chiffres qu'il y a sur les accès palustres se traduisent dans des chiffres équivalents sur la mortalité et le paludisme sévère, il est clair que ce sera une intervention que beaucoup de pays vont vouloir intégrer. Merci beaucoup. On va devoir, attendez, restez là. Juste un instant. Reste là. Ça fait partie.